Imaginez que vous êtes assis dans un taxi. Le chauffeur vient de mettre de la musique douce à l'avant et vous regardez par la fenêtre les nuages gris à l'extérieur, en pensant à autre chose. Soudain, l'aile gauche d'un avion tranche votre taxi avant de heurter le trottoir à côté de vous. L'avion bascule ensuite dans la rivière en contrebas. Que vient-il de se passer? Restez avec nous. Merci à Curiosity Stream d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais raconter l'histoire du vol Transasia Airways 235 qui n'a duré qu'environ 3 minutes et demie. Mais pendant ces 3 minutes et demie, des années de problèmes de compétences du personnel, de difficultés organisationnelles et de dysfonctionnements techniques se sont réunis de la manière la plus tragique qui soit. Cette vidéo traite de la perte de vies humaines. Soyez donc prudents si vous êtes sensibles. Les circonstances qui ont mené à cet accident ont en réalité commencé plusieurs années auparavant. En 2009, le commandant de bord de l'appareil, que nous appellerons le commandant A, venait tout juste de terminer son service dans l'armée de l'air taïwanaise et il a commencé à chercher un emploi dans le secteur civil. Il a postulé pour devenir copilote sur Airbus 330 auprès d'une compagnie aérienne taïwanaise locale. Il a été accepté dans le cours d'initiation et il a commencé à suivre sa formation de qualification de type, mais très rapidement, les instructeurs de cette compagnie aérienne ont commencé à remarquer que ce pilote avait quelques problèmes. Le rapport de formation indique qu'il était dépassé par l'avion, qu'il avait des difficultés à apprendre les procédures, que sa conscience de la situation, c'est-à-dire savoir ce qui se passe autour de lui, n'était pas au niveau attendu. Et il avait également des difficultés à hiérarchiser les tâches et à bien gérer le stress. Il a reçu une formation supplémentaire pendant le cours de qualification de type, mais finalement la compagnie aérienne a décidé qu'il ne réussirait pas dans ce domaine, alors ils ont interrompu sa formation. Cela s'est produit en mars 2010 et quelques mois plus tard, en août 2010, il a postulé auprès d'une autre compagnie aérienne, cette fois Transasia Airways. Il a réussi son entretien et a commencé sa formation sur le modèle ATR 72500. Cette fois, il a réussi sa formation et il a commencé à travailler en tant que copilote. Il a volé avec succès en tant que copilote pendant environ 4 ans et en avril 2014, il était temps pour lui de suivre sa formation d'accession au poste de commandant de bord. Lors de sa formation pour devenir commandant de bord, d'autres problèmes ont été détectés. Tout d'abord, la compagnie aérienne elle-même n'a pas suivi la bonne procédure d'accession au commandement, comme cela était pourtant écrit dans leur manuel d'exploitation. Mais également, une fois que le candidat est entré dans le simulateur, des lacunes évidentes ont été constatées. Il a finalement échoué à son examen sur simulateur pour l'obtention de la qualification de commandant de bord. Et les motifs invoqués pour justifier cet échec étaient les suivants. Connaissance insuffisante des procédures et de leur mise en œuvre, connaissance insuffisante des listes de contrôle QRH, absence d'application de la poussée maximale lors d'une remise des gaz en monomoteur, connaissance insuffisante des procédures en cas d'incendie moteur, ainsi que la nécessité d'améliorer la gestion du poste de pilotage et la planification de vol. Ce sont donc des lacunes assez graves ici et son cas a été présenté devant une commission d'examen. La commission d'examen de la compagnie aérienne lui a accordé une seconde chance. Après une formation supplémentaire et la réussite de son contrôle final de commandant, il a pu commencer l'instruction en ligne. Au cours de l'instruction en ligne, d'autres instructeurs pilotes ont également soulevé des questions concernant ses capacités, mais finalement, après quelques vols supplémentaires, il a réussi à obtenir son commandement et a commencé à travailler comme commandant de bord sur la flotte d'ATR 72500. À cette époque, Transasia Airways avait également intégré un nouveau type d'ATR dans sa flotte, l'ATR 72600, qui est un modèle légèrement plus avancé. Cela signifiait que le commandant A devait maintenant suivre ce qu'on appelle une formation aux différences, c'est-à-dire passer par un cours au sol, puis par une formation sur simulateur afin de montrer comment fonctionnent tous les nouveaux systèmes de ce nouvel avion. Le dernier jour de cette formation de conversion, l'instructeur du commandant A a noté dans son dossier qu'il pourrait avoir besoin d'une formation supplémentaire. Il a aussi suggéré d'examiner maintenant les procédures EFATO, soit celles en cas de panne moteur après le décollage. Mais finalement, sa formation de conversion a été validée et il a commencé à voler en ligne sur l'ATR 72600, qui est l'appareil qui va être impliqué dans cet accident. Parlons maintenant un peu de ces appareils. L'ATR 72500 et l'ATR 72600 sont tous deux considérés comme des avions à turbopropulseurs assez modernes. Ils sont équipés de 2 turbopropulseurs Pratt et Whitney, et ces moteurs disposent d'un système appelé Système de contrôle automatique de la puissance au décollage, ou ATPCS. Lorsque l'ATPCS est armé, il surveille la puissance délivrée par ces 2 moteurs.
Et s'il détecte qu'un des moteurs est en panne pendant la phase de décollage, ce qu'il perçoit par une diminution du couple, alors il mettra automatiquement l'hélice de ce moteur en drapeau à l'aide de l'unité de mise en drapeau automatique, appelée AFU. La mise en drapeau automatique signifie essentiellement que, lorsque le moteur tombe en panne, les hélices passent de la position dans laquelle elles produisaient de la poussée à une position où elles sont alignées avec le flux d'air afin de générer le moins de traînées possible. L'autre chose que le système ATPCS fera, c'est qu'il augmentera la puissance du moteur restant encore en fonctionnement. Cela signifie qu'il augmentera la puissance délivrée d'environ 9 à 10%. S'il fournissait environ 90% de puissance lors d'un décollage normal, il donnera maintenant près de 100%. Et ces deux actions, l'augmentation de la puissance du moteur en fonctionnement et l'automise en drapeau du moteur défaillant, vont améliorer les performances au décollage de l'avion pendant la phase de décollage. Le 500 et le 600 étaient tous deux équipés du système ATPCS, mais il y avait quelques différences dans la façon dont il était géré. Parce qu'il devait être armé avant le décollage. Et s'il ne pouvait pas l'être, c'était un signe précoce qu'il pouvait y avoir un problème avec le système ATPCS. Au cours des années précédant l'accident, plusieurs cas d'hélices mises en drapeau sans commande avaient impliqué le système ATPCS comme cause du problème. Donc, si les pilotes essayaient de l'armer et qu'ils ne s'armaient pas sur le modèle 500, les pilotes étaient autorisés à décoller quand même à condition d'avoir vérifié avant leur départ qu'ils disposaient d'une marge de performance suffisante. Mais sur le 600, il a été jugé que cela n'était pas prudent, donc il devait interrompre le décollage. Le problème était que Transasia Airways n'avait pas correctement communiqué cette différence à ses pilotes. Et comme la majorité des pilotes avaient l'habitude de piloter le 500 où ils pouvaient décoller, la plupart d'entre eux n'étaient pas conscients qu'ils devaient refuser le décollage si cela arrivait sur le 600, et cela va devenir très important très bientôt. Le 4 février 2015, le commandant de bord A était programmé pour effectuer 4 vols. Il devait commencer à Songshan, où il était basé, puis voler vers Kinmen, revenir à Songshan, et ensuite refaire la même rotation une fois de plus. Il devait voler avec un autre commandant de bord, le commandant de bord B, et cela arrive parfois. Ce n'est pas un problème, c'est simplement lorsqu'il n'y a pas assez de copilotes disponibles pour une raison quelconque. 2 commandants de bord peuvent voler ensemble. Il y avait également dans le cockpit un copilote qui effectuait sa formation de transition de l'ATR 72500 vers le 600, et une partie de cette formation comprenait la nécessité d'effectuer un certain nombre de vols d'observation. Les 2 premiers vols de la journée se sont déroulés sans problème. Au 3e vol, il y avait 53 passagers, 2 membres d'équipage cabine et 3 pilotes, soit 58 personnes à bord. À 10h45 heure locale, le vol Transasia 235 a demandé le repoussage et l'autorisation de quitter son emplacement à l'aéroport de Songshan. Ils ont reçu l'autorisation de suivre la procédure de départ Mucha vers Québec, ce qui les ferait passer par un virage à droite puis une montée jusqu'à une altitude de 5000 pieds. Sur cette procédure de départ, il y avait également ce qu'on appelle une procédure de départ standard en cas de panne moteur, et c'est une trajectoire de départ spécifique que vous devez suivre en cas de panne d'un moteur. Parce que la SID, la procédure de départ standard aux instruments qui vous a été assigné, peut comporter des obstacles plus élevés, ce qui la rend impossible à suivre avec la performance d'un seul moteur. Mais rien sur l'enregistreur de cockpit n'indique qu'ils aient discuté de cela ou de tout autre aspect de l'urgence avant le décollage. La météo à l'aéroport était plutôt bonne. Il y avait une couche nuageuse à 2800 pieds, une bonne visibilité et le vent soufflait dans l'axe de la piste 1-0. Donc, ce serait la piste de départ. Le commandant B allait être le pilote chargé de la surveillance pour ce vol. Il était assis dans le siège de droite et le commandant A était le commandant de bord désigné pour ces 4 vols, assis à gauche. Il serait le pilote aux commandes pour ce vol et ils ont suivi les procédures de préparation selon les normes d'exploitation. Ils ont démarré les moteurs et commencé le roulage pour le départ. Lors du trajet vers la piste, l'enregistreur des conversations du cockpit a capté de nombreux échanges entre le commandant B et le copilote assis sur le strapontin. Il semble que le commandant de bord B donnait en fait des instructions au copilote sur les différences du modèle ATR 72600. Mais le problème, c'est que ce trajet vers la piste est considéré comme une phase de vol stérile. C'est une partie du vol où nous sommes censés ne parler que des choses vraiment opérationnelles. Et le fait qu'il donne des instructions au copilote ici pourrait potentiellement perturber un peu la gestion des ressources de l'équipage entre les 2 pilotes en fonction, car dans ce cas, le commandant de bord A été laissé en dehors de la communication.
Il se concentrait sur le trajet vers la piste tandis que les deux autres pilotes discutaient. Avant d'entrer dans la séquence de l'accident, je voudrais simplement partager un court message de l'un de mes sponsors qui permet à mon équipe et moi-même de créer ce type de vidéo. Je sais que vous regardez mes vidéos parce que vous aimez apprendre de nouvelles choses et découvrir tous les petits détails techniques derrière chaque histoire. Et si c'est le cas, vous devriez vraiment jeter un œil au sponsor de cet épisode qui est CuriosityStream. CuriosityStream est un service de streaming par abonnement de très grande qualité, avec des milliers d'excellents récits documentaires et des documentaires réalisés par certains des meilleurs cinéastes du monde. Je regarde une série appelée « Ce qui s'est mal passé lors de la catastrophe de la navette Challenger », terrible mais très intéressante. Si vous vous dites « Peter, ça a l'air vraiment intéressant », alors pensez à me soutenir en soutenant mon sponsor. Allez dans la description, cliquez sur le lien curiositystream.com/mentourpilot et utilisez le code promo mentourpilot. Cela vous donnera une réduction incroyable de 25% sur l'abonnement annuel, qui est, tenez-vous bien, seulement 14,99$ par an, ce qui est un rapport qualité-prix incroyable. Maintenant, retour à la vidéo. À 10h50, 1 minute et 39 secondes, l'avion commence son roulage pour le décollage. Seulement 4 secondes plus tard, le pilote surveillant s'exclame « ATPCS non armé, AKKC SATEND ». Le pilote en fonction s'exclame « Vraiment ?» Et la réponse du pilote surveillant a été « Oui, inhibition du décollage », ce qui est ensuite répété par le pilote en fonction. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé plus tôt. Si le système ATPCS ne s'armait pas, cela pouvait indiquer d'autres problèmes. Eh bien, ce qui s'est réellement passé ici, c'est qu'au cœur de l'unité de mise en drapeau automatique du moteur numéro 2, le moteur du côté droit, un connecteur a commencé à rencontrer des problèmes. La soudure sur une pièce du connecteur a développé des micro-fissures. Et à cause de ces micro-fissures, le connecteur n'envoie pas de signaux cohérents à l'ATPCS. Et c'est pour cela qu'il ne s'arme pas. C'est ici que le commandant de bord A prend la première d'une série de décisions mystérieuses durant ce vol. Parce que même si les deux pilotes ont dit « inhibition du décollage », indiquant qu'ils savent que sur le 600, ils ne devraient pas poursuivre le décollage avec ce problème, il se tourne maintenant et dit « D'accord, poursuis le décollage ». Et le décollage se poursuit. Le pilote surveillant semble être d'accord avec cela et il est impossible de savoir exactement pourquoi ils ont pensé ainsi, mais il est possible que, parce que ces deux pilotes avaient acquis l'essentiel de leur expérience sur l'ATR 72500, où ils étaient autorisés à poursuivre le décollage, si leur performance était suffisante, il est possible que ce soit ce qui est primé dans cette situation. Quelques secondes plus tard, le pilote surveillant regarde et il se rend compte que le système ATPCS est maintenant armé et il l'annonce. Il annonce également 70 nœuds, ce qui correspond à la différence entre le régime basse vitesse et le régime haute vitesse sur l'ATR et l'avion accélère normalement. Il atteint V1, rotation, effectue la rotation normalement et rentre son train d'atterrissage. Après la rentrée du train d'atterrissage, les pilotes discutent brièvement pour savoir si l'ATPCS ne s'était pas armé parce que l'angle de la manette de poussée n'était pas dans la bonne position, puis poursuivent leur montée. Environ 40 secondes après le début du vol, le contrôleur de la tour appelle l'avion et leur demande de changer de fréquence pour passer sur le contrôle départ de Taipei. Le pilote surveillant répète l'instruction et, pendant qu'il la répète, un court bruit se fait entendre dans le cockpit, indiquant qu'une des vannes d'air de prélèvement est en train de se fermer. C'est le premier signe qu'un problème va survenir. Cela est immédiatement suivi par le déclenchement d'une alarme générale dans le cockpit et, pendant que cela se produit, l'avion effectue un virage à droite en passant 1200 pieds en montée. Ce qui se passe réellement, c'est qu'un connecteur défectueux à l'intérieur des unités de mise en drapeau automatique du moteur numéro 2 commence maintenant à envoyer des signaux au système ATPCS, indiquant que le moteur doit se mettre automatiquement en drapeau. Le système réagit alors comme si ce moteur était tombé en panne et commence à mettre l'hélice en drapeau. Le système ferme également la vanne de prélèvement d'air sur le moteur numéro 1 et augmente sa compensation. Souvenez-vous, il augmente la puissance de ce moteur afin de maximiser les performances disponibles. Pendant que cela se produit, l'EWD, l'affichage d'alerte moteur à l'intérieur du cockpit, indique correctement une extinction du moteur 2 au décollage et affiche également les éléments de la checklist que le pilote doit suivre. Mais maintenant, deux choses se passent très vite. Le commandant de bord A dit « J'ai les commandes » et désactive le pilote automatique.
Le pilote automatique de l'ATR 72 Sixcent est un pilote automatique très performant. Il peut gérer une panne moteur au décollage car il peut à la fois compenser automatiquement la gouverne de direction et il dispose d'un amortisseur de lacet puissant capable de contrer la poussée asymétrique résultant de la panne moteur. Mais comme le commandant de bord A l'a maintenant déconnecté, cela signifie qu'il doit désormais piloter l'avion à la main, ce qui augmente la charge de travail aussi bien pour lui que pour tout l'équipage. Ensuite, le commandant annonce « Je vais ramener la manette des gaz du moteur numéro 1 ». Cela n'a aucun sens, car tout dans le cockpit indique que c'est le moteur numéro 2 qui est défaillant. Même le WD l'indique. Alors le pilote surveillant répond « Attendez, vérifions ». Mais il est aussitôt interrompu par le commandant de bord A qui lui demande de passer en mode CAP. En effet, ils suivent une SID qu'ils ne peuvent respecter et doivent donc virer à gauche pour suivre la SID panne moteur. Le commandant de bord B est donc momentanément distrait par cela. Il engage le mode CAP et donne un cap de 092 degrés au commandant de bord A. Puis le commandant de bord B continue d'essayer de gérer la panne en cours. Mais il n'a pas remarqué que le commandant de bord A a déjà réduit la manette de puissance du moteur numéro 1. L'avion commence maintenant un virage à gauche, passant d'un cap de 131 degrés à environ 092 degrés. Il est à 1485 pieds d'altitude. La vitesse baisse à environ 106 nœuds. Nous sommes un peu plus d'une minute après le début de l'urgence. Le commandant B, pilote surveillant, effectue la checklist de panne moteur. Il lit à voix haute « Extinction moteur, vérifié. Compensation moteur, vérifié. Mise en drapeau automatique de l'hélice, vérifié. » Et à cela, le pilote en fonction répond « D'accord ». Quelques secondes plus tard, le pilote surveillant lève les yeux et dit « Vérifie la vitesse », car elle est tombée à 101 nœuds, juste au-dessus de la vitesse de décrochage. De façon inexplicable, le pilote en fonction répond à cela, réduit les gaz du numéro 1 et il réduit encore davantage la puissance du moteur en marche. Malheureusement, le pilote surveillant ne remarque pas que le pilote en fonction fait cela, car il est toujours en train de lire la checklist. Et il arrive à un moment où il dit « D'accord, l'extinction du moteur numéro 2 est maintenant confirmée. » Et le pilote en fonction répond « D'accord. » Mais il n'ajoute toujours pas de puissance sur la manette des gaz du moteur numéro 1. À 10h53 et 9 secondes, l'avion atteint son altitude la plus élevée enregistrée de 1630 pieds. À ce moment-là, il n'a pas assez de poussée pour continuer à monter, donc le mode d'assiette passe de l'IAS, qui est un mode permettant une montée continue, à la tenue d'altitude. Quelques secondes plus tard, la première alarme de décrochage retentit dans le cockpit. Le pilote en fonction, le commandant A, annonce « Terrain devant » et le pilote surveillant répond « D'accord, vérifie, plus bas », faisant probablement référence à l'assiette, pour qu'il baisse l'assiette afin de sortir du décrochage. Le copilote assis au siège observateur intervient « Tu es trop bas », suivi aussitôt d'une nouvelle alarme de décrochage et du vibreur de manche. Le pilote surveillant regarde et dit « D'accord, pousse, pushback », ce qui peut sembler un peu étrange, mais il fait probablement référence à pousser le manche vers l'avant pour baisser le nez. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une traduction en anglais et que la traduction pourrait ne pas être parfaite. Il ajoute « Attends une seconde, manette des gaz, évoquant sans doute que la manette ne retrouve pas la puissance requise lors d'une récupération de début de décrochage. Et le pilote en fonction répond en augmentant la manette des gaz du moteur numéro 2 et en la réduisant encore davantage sur le moteur numéro 1, aggravant ainsi encore plus la situation. L'avion est maintenant incliné à gauche à 20 degrés. Il a dépassé le cap prévu de 0,95 degrés et il est maintenant sur un cap de 0,50 degrés. L'altitude diminue. Ils sont à 1526 pieds et la vitesse est redescendue à 101 nœuds. Et maintenant, le pilote en fonction, le commandant A, est sur le point de commettre sa plus grande erreur jusqu'à présent. Parce que 5 secondes plus tard, le commandant A annonce « Numéro 1, mise en drapeau, coupure », indiquant qu'il s'apprête réellement à arrêter le moteur numéro 1. Et rappelez-vous, ce n'est pas son domaine de responsabilité. C'est quelque chose que le pilote surveillant devrait faire en utilisant la checklist et en vérifiant avec son collègue. Le pilote surveillant répond « Numéro, drapeau », ce qui montre une certaine confusion ici, mais il faut comprendre qu'à ce moment précis, l'avion subit plusieurs avertissements de décrochage, le vibreur de manche et même des activations du pousseur de manche. À 10h53 et 35 secondes, l'avion a arrêté son virage à gauche et a maintenant entamé un virage à droite pour essayer de revenir sur la route de 0,95 degrés.
C'est à ce moment-là que le pilote surveillant lance enfin un appel « Mayday, Mayday » au contrôleur aérien et ils sont toujours sur la fréquence de la tour, ils n'ont pas encore changé de fréquence. Mais au même moment où le pilote surveillant lance cet appel de détresse, un autre appel est entendu dans la tour, ce qui empêche le contrôleur aérien d'entendre correctement ce que dit réellement le vol Transasia 235. Il suppose simplement qu'ils sont revenus sur la fréquence, donc au lieu d'accuser réception de l'appel de détresse, le contrôleur aérien les appelle à nouveau pour leur demander de passer sur la fréquence de départ à la place. Dans le cockpit, la confusion s'accentue. Le copilote assis sur le strapontin s'exclame « Comment ça se fait que ça devienne comme ça ?» Et le pilote surveillant, le commandant de bord B, dit « Nous avons perdu les deux côtés », reconnaissant enfin la gravité du problème. Lorsque le pilote en fonction entend cela, il dit « Redémarrer le moteur », puis il répète exactement cette même phrase 7 fois au cours des quelques secondes restantes de ce vol. L'avion est maintenant descendu sous 1000 pieds et a atteint environ 500 pieds lorsque le pilote surveillant tend la main et remet le levier de condition du moteur numéro 1 en position haute. Cela lance alors la procédure de redémarrage du moteur. Mais c'est tout simplement beaucoup trop tard. À 10h54 et 27 secondes, le pilote en fonction, le commandant A, prononce ces derniers mots sur l'enregistreur vocal du cockpit et ce sont « Wow! J'ai tiré la manette des gaz du mauvais côté », indiquant qu'il comprenait maintenant ce qui avait causé le problème depuis le début. Alors qu'il dit cela, l'avion entame un virage à gauche avec du roulis et, ce faisant, il entre également dans un décrochage aérodynamique dont il ne pourra pas se remettre. Le roulis passe de 10 degrés à 80 degrés alors que l'avion se rapproche d'un pont autoroutier sur la rivière Keelung. Il percute un taxi qui circule sur la route et ce moment précis est capturé par la caméra embarquée d'une voiture située derrière le taxi. L'aile gauche percute ensuite la route et la rambarde sur le côté de la route avant que l'avion ne continue sa descente vers la rivière Keelung tout en augmentant son roulis, ce qui signifie qu'il s'écrase dans la rivière en position inversée. Lorsque l'avion a percuté la rivière, il s'est brisé en plusieurs morceaux et 39 des 58 personnes à bord ont perdu la vie sur le coup. Cela comprenait les 3 pilotes ainsi qu'un des membres d'équipage de cabine. Après l'accident, des survivants sont sortis par un trou dans le fuselage et ont attendu les secours arrivés très rapidement sur l'aile. Quelques autres survivants étaient en fait piégés dans une poche d'air à l'arrière de l'avion et les secours ont réussi à ouvrir les issues de secours de l'extérieur, permettant ainsi aux personnes de s'échapper. L'enquête a débuté et, heureusement, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur phonique du cockpit n'ont pas été endommagés et ont pu être examinés rapidement. Et grâce à une enquête très approfondie sur les 2 moteurs, ils ont pu cibler le connecteur défectueux à l'intérieur de l'unité de mise en drapeau automatique et ainsi comprendre pourquoi la mise en drapeau automatique s'était déclenchée. Mais ensuite, les enquêteurs ont creusé un peu plus et ils ont commencé à se demander pourquoi l'équipage n'a pas interrompu le décollage. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que cela était probablement dû à des problèmes organisationnels au sein de Transasia Airways. En interrogeant plusieurs pilotes, ils ont constaté l'absence de consensus sur l'obligation d'interrompre le décollage si le système ATPCS ne s'activait pas. L'équipe d'enquête a donc approfondi les problèmes organisationnels de la compagnie aérienne. Ils ont constaté que la procédure de promotion au poste de commandant de bord, validée par la compagnie et les autorités, n'avait pas été respectée pour le commandant de bord A. Il était aussi évident que le commandant de bord A avait déjà montré de graves lacunes lors de plusieurs entraînements, non seulement dans cette compagnie, mais aussi dans d'autres auparavant. Mais cela n'avait pas été correctement pris en compte et n'avait pas été perçu comme la menace évidente que cela représentait pour la sécurité des vols. Parce que gérer une panne moteur après le décollage est quelque chose pour lequel nous, pilotes de ligne, sommes formés tous les 6 mois tout au long de notre carrière. Suite à cet accident, plusieurs recommandations ont été faites, dont certaines aux fabricants de moteurs pour corriger ce connecteur défectueux et éviter toute récurrence. La majorité des recommandations ont en fait visé la compagnie aérienne. Et cela m'amène à un point vraiment important que je veux que vous reteniez, à savoir l'utilisation du terme « erreur de pilotage ». L'erreur de pilotage est une sorte de terme fourre-tout qu'on utilise quand on ne veut pas aller plus loin, quand on ne veut pas creuser pour trouver la véritable cause profonde d'un accident.
Oui, je sais que beaucoup diront en commentaire que ce gars n'aurait jamais dû approcher un avion, mais ce n'est pas vraiment la question. Le point ici, c'est qu'il n'y avait pas de processus de sélection suffisamment bon. Et il n'y avait pas non plus de processus de formation suffisamment efficace dans cette compagnie aérienne pour aider ce gars-là et l'empêcher de progresser jusqu'au poste de commandant de bord. Et c'est exactement ce que l'enquête a finalement révélé. Après l'accident, la compagnie aérienne a été clouée au sol jusqu'à ce qu'elle prouve aux autorités que ses pilotes avaient les connaissances et les compétences nécessaires pour piloter leurs avions en toute sécurité. Il s'agissait du deuxième accident mortel en quelques années pour cette compagnie aérienne, et cela a finalement conduit à sa faillite. Elle n'existe donc plus aujourd'hui. Mais chaque fois que vous entendez le terme « erreur de pilotage », vous devriez vous demander « mais pourquoi ?» Pourquoi s'agissait-il d'une erreur de pilotage? Parce qu'à moins que les pilotes aient volontairement commis des erreurs, aient enfreint les règles en sachant qu'ils faisaient quelque chose de mal, il y a autre chose en jeu. Il y a autre chose que nous pouvons en tirer pour nous assurer que l'industrie aérienne devienne aussi sûre qu'il est humainement possible. Maintenant, si vous voulez voir une vidéo où les pilotes ont effectivement enfreint les règles volontairement et ont failli s'écraser dans la mer 2 fois en une seule journée, alors regardez la vidéo juste ici. Passez une excellente journée. Au revoir.